Bonsoir à tous et bienvenue. La Côte d'Ivoire a fait des progrès au Millennium Challenge Corporation, programme d'aide financière américain qui vise à réduire la pauvreté. Précision faite par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire au terme d'un tête-à-tête ce mardi avec le chef du gouvernement ivoirien. Et puis à l'étranger, direction le Mali qui perd le général Amadou Toumani Touré, l'ancien président malien renversé par un coup d'État en 2012, est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui en Turquie où il avait été évacué pour des raisons sanitaires. Je vous le disais à l'instant, la Côte d'Ivoire a fait des progrès au Millennium Challenge Corporation, ce programme d'aide financière américain qui vise à réduire la pauvreté à travers divers projets de développement. Ces précisions ont été faites par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire au terme d'un tête-à-tête ce mardi avec le chef du gouvernement ivoirien Ahmed Bakayoko. Les précisions de Pierre Dipomelin et Fulgence Kissietou. Richard Kate Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire à la primature cet après-midi pour remettre le scorecard, la nouvelle fiche d'évaluation, au Premier ministre Ahmed Bakayoko dans le cadre du MCC, Millennium Challenge Corporation. Un programme américain doté de 525 millions de dollars, soit près de 300 milliards de francs CFA sur 5 ans. La Côte d'Ivoire, dans une précédente évaluation, a fait des progrès. Elle est désormais classée parmi les pays à revenus intermédiaires. C'est plus de 500 millions de dollars dans le domaine de l'éducation, avec la construction de 74 à 84 lycées de proximité dans les régions du Béquet et de San Pedro. C'est également des constructions de routes importantes pour la fluidité routière dans le domaine du transport à Abidjan. Et nous avons fait l'évaluation de nos performances cette année. Les indicateurs montrent que nous continuons à progresser. Nous changeons même de catégorie, d'où une demande de faire plus d'efforts pour être au niveau des attentes d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de cette coopération et je voudrais donc saluer le gouvernement américain à travers cet investissement important qui renforce notre coopération bilatérale avec les États-Unis. Engagés dans cette nouvelle étape du programme, les critères d'évaluation sont plus corsés, mais l'ambassadeur américain a bon espoir. En remplissant les critères d'éligibilité, un pays se rend plus attractif aux investisseurs en général, ce qui est très important d'une manière vraiment stratégique pour un pays. Et cette année, la Côte d'Ivoire a été promue à une catégorie supérieure en termes de revenus par habitant du pays. Et donc la compétition est plus féroce à ce niveau-là. Et donc, je suis très heureux d'entendre de la part des hautes autorités ivoiriennes qu'ils accueillent ce défi de faire mieux, d'être plus performants par rapport à une compétition plus rude. C'est très très bien et je crois que la Côte d'Ivoire est en bonne posture pour poursuivre ses progrès en matière de gouvernance et de développement. Le Millennium Challenge Corporation, créé par le Congrès américain en 2004, est une agence américaine d'aide étrangère indépendante et novatrice ayant pour mission la lutte contre la pauvreté dans le monde. Tous avaient une pensée et les regards tournés ce mardi vers la ville de Mbato, dans la région du Moronou, ville qui s'est réveillée dans une atmosphère électrique. Des affrontements sur place ont fait plusieurs victimes. Et nous sommes en direct avec le préfet du département de Mbato, M. Drissa Binaté. M. Drissa Binaté, bonsoir. C'est M. Binaté Lassina. M. Binaté Lassina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le préfet du département de Mbato. Que s'est-il passé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Mbato? De la nuit d'hier à ce matin, il y a eu des affrontements intercommunautaires. Est-ce qu'on a une idée de l'origine de ces affrontements intercommunautaires? Je pense qu'on va faire les enquêtes pour situer les responsabilités. Mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment situer véritablement ce qui s'est passé, mais on fera des enquêtes. Quelle est la situation sur place en ce moment? Le calme est-il revenu? Le calme est revenu, effectivement. Le général Apallo est sur le terrain avec ses éléments.
il s'est adressé aux différents partis en conflit. Donc, je pense que le calme est revenu. Il a pu rassurer les différentes populations et nous continuons le travail. Au moment de cette interview, quel est le bilan de ces affrontements? Le bilan, il est de 3 décès, 24 blessés légers et 2 blessés dont l'état nous préoccupe quelque peu. Ça veut dire que leur processus vital est engagé? Oh là, je pense qu'ils doivent être évacués. C'est les autorités sanitaires qui vont situer les responsables, qui vont situer l'état exact. Merci infiniment, M. Lassina Binaté. Vivement que le calme revienne à Mbato. Le calme est là et il se renforce. Merci. Merci beaucoup. Il faut évidemment que le calme revienne, le dialogue comme solution. Ce sont là les maîtres mots de la première allocution post-déclaration du Conseil constitutionnel du président de la République nouvellement réélu. Alassane Ouattara a appelé à un dialogue franc avec l'opposition ivoirienne. Dans le sujet qui va suivre, l'analyste politique Claude Naï-Prégnon décrypte cette sortie du chef de l'État et évoque son impact dans un contexte sociopolitique délicat, un sujet de Salif Yalikwe et Harouna Zeba. Le président Alassane Ouattara était face à la nation lundi soir. Un discours officiel, le premier après la proclamation par le Conseil constitutionnel de sa victoire à la suite de la présidentielle du 31 octobre dernier, avec 94,27% des voix, une élection marquée par le boycott d'une partie de l'opposition ivoirienne qui avait appelé à la désobéissance civile. Ce spécialiste et politologue salue ce discours d'apaisement dans un contexte sociopolitique tendu. Le discours, au-delà des autres aspects purement politiques, au niveau social, c'est un discours qui appelle tous les Ivoiriens à la paix. Et donc, c'est un élément essentiel à relever par rapport à la situation actuelle que vit la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont besoin d'actes parce qu'aujourd'hui, les arrestations des personnalités politiques de l'opposition, c'est vrai que c'est dans le cadre d'une information judiciaire, mais il reste que la crise est éminemment politique et le président gagnerait à aller dans le sens d'une solution politique à la crise. Pour l'enseignant-chercheur, il est urgent que la classe politique s'investisse à fond pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son lustre d'antan. Un dépassement de soi s'impose. Il faut proscrire la violence politique parce que la démocratie se nourrit de paix. Et aujourd'hui, il faut faire la promotion des institutions démocratiques. Aussi bien de la part des autorités qui ont en charge les affaires de l'État que de la part de l'opposition. Il faut de la responsabilité politique. Pour les gouvernants, il faut créer des conditions idoines de démocratie. Et pour l'opposition, il faut privilégier la voie du suffrage universel. Nous, on ne peut qu'appeler à la retenue. Pour rappel, le Conseil constitutionnel ivoirien a déclaré irrégulier lundi l'élection présidentielle du 31 octobre dernier et a confirmé la réélection du président sortant, Alassane Ouattara. Et suite à cet appel à l'apaisement et au dialogue en vue de sortir le pays du climat de tension, des Ivoiriens rencontrés dans la rue d'Abidjan se prononcent sur ce premier discours du président Ouattara. Ils sont au micro de Yéli Traoré et Mathurin Badé. Le discours à la nation du président de la République tenu hier lundi, après la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, a fait réagir des citoyens ivoiriens. Ceux-ci se félicitent de l'appel au dialogue lancé par le président de la République et réclament pour certains bien plus encore. J'étais très content. Je voulais que le pays retrouve la paix. Il ne faudrait pas qu'on se retourne encore vers 2010. Et je voudrais qu'il appelle encore les opposants pour s'asseoir et discuter, pour qu'on puisse avancer. Nous sommes dans un pays de paix. Il faut que vraiment tous les enfants de ce pays se retrouvent et s'amusent ensemble et qu'on n'ait pas de guerre. Et vraiment, je demande au président Bédié de surseoir et revenir s'asseoir pour discuter avec lui afin que les choses avancent. Moi, je crois que le président fait un discours d'apaisement, mais pour qu'il y ait vraiment apaisement, il faudrait que aussi le président fasse aussi des gestes qui vont aller à l'endroit de l'opposition, c'est-à-dire libérer les prisonniers politiques, et le retour des exilés, un peu de tout. Tout le monde doit faire un peu de concession pour que ça marche. Les acteurs politiques, s'ils peuvent les vraiment réunir
En tant que des frères, en tout cas, ça sera très bon. Notons que ce discours d'apaisement du président de la République fait suite à la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel de l'élection présidentielle du 31 octobre, consacrant sa victoire. Cette réélection d'Alassane Ouattara est aussi saluée par la communauté africaine, de la CEDEAO à l'Union africaine. Tous souhaitent que ce mandat soit placé sous le signe de la réconciliation nationale. Nadia Eja. Les réactions de la communauté africaine suite à la proclamation de la victoire du président Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel ne se sont pas fait attendre. Parmi les premiers à exprimer leurs félicitations, la CEDEAO, mais aussi des pays voisins. Dans son communiqué de félicitations, la CEDEAO a lancé un appel à tous les Ivoiriens pour que soient mis en priorité dans le pays la paix et la cohésion sociale par le dialogue et l'usage des voies légales. Des actions qui contribuent au développement du pays et à la promotion de la démocratie. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a pour sa part souhaité plein succès au président élu dans l'accomplissement de ses missions. Rappelant le contexte électoral marqué par une absence de consensus, il a invité la classe politique ivoirienne à se mettre ensemble pour des solutions consensuelles et pacifiques qui permettraient de faire face aux défis actuels. Même écho pour le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui n'a pas manqué de rappeler dans son message de félicitations la bonne collaboration qui règne entre ces deux pays. Il voit en cette nouvelle élection du président Alassane Ouattara un pas de plus vers la réalisation de la vision d'intégration régionale. Élu à 94,27% des suffrages exprimés lors du scrutin du 31 octobre, la victoire du président à l'élection présidentielle a été confirmée hier 9 novembre par le Conseil constitutionnel. Le 4e pont d'Abidjan reliera les communes d'Atekoubé et Yopougon. Du côté de Yopougon, la libération des emprises connaît des fortunes diverses. Si plusieurs habitants ont quitté les lieux avant le déploiement de la logistique de déguerpissement, d'autres restent encore sur le site. Motif avancé, leur non-indemnisation, mettant ainsi la balle dans le camp du maître d'ouvrage. Le PTUA, projet de transport urbain d'Abidjan, qui rassure que tous les ayants droit en attente de leur dû percevront leur montant prévu. Thiemé Dandje, Eric Kimon. Yaosei Doucouré. Ici doit être construit l'un des 3 échangeurs du 4e pont dans la commune de Yopougon. Sur les lieux, des occupants de l'emprise n'ont pas attendu le déploiement de la logistique de déguerpissement pour le démarrage des travaux. Des toits sont décoiffés, des portes enlevées ou fermées. Quoique le quartier soit quelque peu désert, les habitants sont bien en place. Parmi eux, cette ménagère, elle y vit depuis 2006. On nous a dit de partir. Bon, on nous a pas encore payé. Les gars nous disent de partir. Depuis 2012, on a fait essentiellement depuis 2012 jusqu'à 2020. On a fait un dommage pour que nous partions. Ça va être le délai d'aller nous payer, mais on n'a rien encore vu. Donc le monde est là. Tant qu'on n'a pas besoin d'argent, on ne bouge pas, on est là. Donc on attend notre argent pour quitter le quartier. Même son de cloche pour ces locataires de cette autre cour commune. Tous en attente de leur aide au relogement. Ceux qui ont reçu l'argent sont partis. Ceux qui n'ont pas encore reçu l'argent, on est encore là. Quand on les pose les questions, ils nous disent non. Si le propriétaire a reçu son argent, toi, le locataire qui n'a pas encore reçu, tu peux sortir, tu peux partir. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contrat entre vous et le propriétaire des maisons. On est couché, mais on dort un œil. Ce n'est pas nos 2 yeux qui sont fermés, c'est un œil qui se ferme. Parce que nos vies sont risquées. Ils n'ont qu'à avoir pitié au moins de nous. C'est pas cette situation qui fait qu'on vit dans ce quartier. De l'autre côté de la voie menant au nouveau quartier, ces artisans sont prêts à quitter les lieux. Eux ont déjà reçu leurs fonds. On a été indemnisés, on a coiffé le truc, on est en train d'évacuer. C'est tout. Ces voitures n'ont pas été faites ici. Comme les gens nous connaissent ici, bon, des fois on vient, on attend pour les orienter. C'est un bon projet, Ça va permettre de désengorger la circulation. Notons que lors des échanges à la mairie de Yopougon, en octobre dernier, l'équipe d'exécution du projet assurait que les ayants droit non encore indemnisés percevront leur dû. Une nouvelle rencontre pour rassurer les concernés est prévue demain mercredi. Vous les rencontrez dans les marchés et ils sont d'une aide incommensurable pour commerçants et clients.
les porteurs de bagages connus sous les noms de tanti-bagages ou pousse-pousse. Ces hommes, jeunes filles ou gamins transportant à bout de bras sur la tête ou encore par des moyens mobiles tels que les wotros ou brouettes, les marchandises de ces personnes qui animent les marchés, moyennant une contrepartie financière selon le gré du client. Des petits boulots qu'exercent la plupart du temps dans l'informel les personnes issues de familles défavorisées. Un sujet de Nadia Idja et Tanguy Kona. Souleymane Diaby, âgé de 12 ans, est élève en classe de CM2 et réside à Abobo. Pendant ses temps d'arrêt scolaire, il se rend au marché de Cocovico à Angré pour proposer ses services en tant que porteur de bagages auprès des dames venues pour leurs emplettes. Ils sont communément appelés tanti-bagages. Quand il vient, il dit tanti bonjour, il prend bagage. Si elle me donne, il m'en va la accompagner. Si elle me donne, il prend. Il reçoit en échange de ses services entre 50 et 500 francs CFA selon le bon vouloir du client. Une rémunération qu'il dit utiliser pour satisfaire ses besoins. Il va avoir 2500, il va avoir 3000, il va avoir 1000 francs. Il donne à maman. Et au Colombie, il la donne. Il garde aussi. Les gens viennent payer quelque chose avec ça. Appuyer sa mère est très souvent la raison évoquée par les tanti-bagages, comme Aïcha Fofana, déscolarisée et âgée de 18 ans. Arrivée dans ce métier depuis 2 ans, elle cumule les petits boulots pour s'en sortir financièrement. Quand il y a matin, quand il finit sur la maison, je viens et vais chercher. Je pense pouvoir avoir beaucoup d'argent. Si ces porteurs sont d'une grande aide chez certaines clientes, d'autres préfèrent recourir aux brouettes pour le transport de leurs courses. Les petites filles tanti-bagages, elles nous aident beaucoup. Souvent, tu viens faire le marché, tu as beaucoup de bagages. Quand tu ne peux pas prendre, ils viennent t'aider. Ils leur donnent 100 francs, 200. Il y a certains marchés belle vie d'abord, il n'y a pas tanti-bagages. Souvent, quand tu t'en fais marcher à quel sont là tes bagages, ça te fatigue. Je préfère attraper mes affaires parce que je trouve souvent ce sont les petites filles qui viennent te demander d'attraper le bagage. Tu ne vas pas donner beaucoup de bagages à une petite fille pour attraper. Bon, il y a les messieurs qui ont les bourrettes là, je préfère demander ça. Des porteurs de bagages plus adultes, comme on en trouve ici au grand marché de Trècheville. Ce matin, ils sont une dizaine qui déchargent dans des va-et-vient incessants ce camion de bananes venu de l'intérieur du pays. Ismaël Moussa est l'un d'eux et vit grâce à cette activité. À son âge, ce n'est pas toujours aisé d'exercer ce boulot. Non, ça me fatigue, ça me fatigue. Après, il y a les problèmes de dos, il y a les problèmes de poitrine. Mon corps, ça me fait mal. La nuit, je n'arrive pas à dormir bien. Les porteurs de bagages sont pour la plupart issus de milieux défavorisés. Leur seul but, gagner décemment leur vie. Notons que depuis quelques années, plusieurs initiatives sont mises en place par des structures volontaires comme SOS Village d'enfants pour encourager les tanti-bagages, porteurs plus jeunes, à retourner à l'école ou dans les centres de formation aux petits métiers. À l'étranger, direction le Mali qui vient de perdre le général Amadou Toumani Touré. L'ancien président malien renversé par un coup d'État en 2012 est décédé à l'âge de 72 ans dans la nuit d'hier à aujourd'hui en Turquie où il avait été évacué pour des raisons sanitaires. Les précisions de Yeli Traoré. Le général ATT est décédé. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré, qui a dirigé le pays de 2002 à 2012, avant d'être renversé par un coup d'État militaire, est décédé dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 72 ans en Turquie, où il avait été transféré pour des raisons de santé. Il avait subi récemment une opération du cœur à l'hôpital du Luxembourg de Bamako qu'il a créé. Le nom d'Amadou Toumani Touré, ancien militaire entré en politique, était associé à la transition démocratique du Mali du début des années 1990. Devenu président en 2002, il avait été renversé en mars 2012 par un putsch de soldats armés en mutinerie contre l'incapacité du gouvernement à arrêter la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord. Le pays a sombré depuis dans une spirale de violence djihadiste et intercommunautaire qui se sont propagées au centre du pays, au Burkina Faso et au Niger voisin. Amadou Toumani Touré avait lui-même pris part en mars 1991, après des manifestations populaires durement réprimées par le pouvoir, à un coup d'État qui avait eu raison du régime de Moussa Traoré en place depuis 1968.
Il avait pris la tête d'un comité de transition, exercé les fonctions de chef de l'État et dirigé l'organisation d'élections. La transition avait débouché en 1992 à l'avènement d'Alpha Oumar Konaré, premier président démocratiquement élu depuis l'indépendance. Surnommé familièrement ATT, Amadou Toumani Touré avait à son tour été élu président en 2002 et réélu en 2007. Loin de stopper l'avancée des indépendantistes et des djihadistes, le coup d'État de 2012 avait au contraire précipité la déroute de l'armée. Le Nord était alors rapidement tombé sous la coupe des djihadistes avant l'intervention des forces françaises. Les 2/3 du territoire malien échappent aujourd'hui à l'autorité centrale. Amadou Toumani Touré disparaît alors que le Mali est à nouveau dans une période de transition consécutive à un nouveau coup d'État militaire qui a fait tomber, le 18 août dernier, l'ancien président élu, Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.